voici donc, je continue le cours sur les matrices d'application linéaire, mais entre-temps, je veux rappeler tout ce qu'on a fait. J'ai pris un autre document, donc j'ai d'autres notations, et je vais revoir quelques notions. Donc, c'est quoi une application linéaire? Voici la définition d'une application linéaire. Et dans ce cours, quand on définit tout à fait au début les applications linéaires, on ajoute sur les vecteurs le symbole de vecteur, la flèche, pour dire que c'est des vecteurs dans un espace vectoriel. Mais quand on travaille, on a l'habitude de travailler avec les espaces vectoriels, on n'a pas besoin de le faire. Seulement, il faut se mettre d'accord sur une notation. Voici donc dans ce cours, U et plus de U, c'est l'addition de l'ensemble U. Là, il distingue l'addition dans U, la multiplication par un scalaire dans U et l'addition dans V, la multiplication par un scalaire dans V. Donc, les opérations sont notées, voilà comment ils sont notés. Et là, c'est pour distinguer à chaque fois entre l'image et les éléments dans l'ensemble image et les antécédents et les éléments qui sont dans l'ensemble de départ d'une application. Donc, ce sont deux espaces vectoriels. On n'a pas dit s'ils sont de dimension finie ou pas, mais on définit une application entre les deux. Si vous avez deux ensembles, vous pouvez toujours définir des applications entre deux ensembles. Maintenant, cette application, elle est particulière parce que elle est particulière parce qu'elle a en plus des propriétés plus appropriées qui sont alors la linéarité, le respect de l'addition et le respect du produit par un scalaire, ce qui fait le respect de deux opérations qui définissent l'espace vectoriel U et l'espace vectoriel V, c'est-à-dire l'image d'une somme, c'est la somme des images, l'image du produit par un scalaire, c'est le produit par un scalaire. C'est ça la définition que vous avez connue sur les espaces vectoriels. Je dois à chaque fois admettre les étudiants qui sont venus en retard. Donc, je reviens au partage. Alors, les remarques, ces conditions sont équivalentes au seul fait que l'application préserve les combinaisons linéaires. C'est-à-dire, si j'écris la définition d'une application linéaire en écrivant dans cet encadré deux propriétés qui sont la préservation de l'addition, la préservation du produit par un scalaire, le respect de l'addition, le respect de l'addition du produit par un scalaire, je peux aussi donner cette même définition en forme d'une combinaison linéaire de deux vecteurs U1, U2, lambda U1 plus lambda U2. L'image de cette combinaison linéaire est une combinaison linéaire avec les mêmes coefficients lambda 1, lambda 2. Donc, je rappelle encore, je l'ai dit en cours la dernière fois, et je rappelle encore, quand on travaille des applications linéaires, les ensembles, les espaces vectoriels qu'on manipule doivent être définis sur le même corps de base. Donc, lambda, c'est le même pour U et c'est le même pour V. C'est l'ensemble qui contient tous les lambdas, c'est le même pour U, c'est le même pour V. Donc, et ce qu'on peut faire avec deux éléments, une combinaison linéaire de deux vecteurs, on peut le faire avec n vecteurs quelconques. C'est-à-dire que l'application est dite linéaire si seulement si elle préserve une combinaison linéaire de n vecteurs, n est quelconque. D'accord? Lambda f de lambda 1 u1 plus ainsi de suite lambda n un, c'est lambda f de u1 plus ainsi de suite lambda n f de un. Maintenant, comme conséquence première, l'image du zéro, c'est le zéro. Ça, je l'ai dit la dernière fois, c'est une conséquence de la définition, on peut la démontrer. Vous l'avez faite en première année, je ne reviens pas dessus, mais je suis en train de rappeler, ça c'est une propriété qui découle de la définition immédiatement,
mais ça ne fait pas partie de la définition. Quand on l'utilise pour contredire la définition. C'est-à-dire si un espace n'envoie pas, une application n'envoie pas 0 vers 0, elle ne peut pas être linéaire. Ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'on a utilisé la dernière fois. Maintenant, je donne des exemples. Alors, le premier espace vectoriel R, on définit sur R les applications de la forme AX et on dit que c'est une application linéaire, c'est facile à démontrer. Et la remarque est que ce sont les seules applications linéaires. D'accord? Ce sont les seules applications linéaires de R dans R. Je rappelle, donc, ce qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait la dernière fois, on cherchait, on se donnait des applications, on essayait de voir si c'est linéaire ou pas. Alors, si je vous donne R et R, regardez à l'application. Si elle est de la forme AX, avec A constante, alors elle est linéaire. Si elle est de la forme cosinus ou valeur absolue ou whatever, alors elle n'est pas linéaire. Voilà. Donc, ça, il faut pas revenir dessus. Vous devez avoir ça comme réflexe. Maintenant, si je me donne une matrice de n ligne m colonne, et je définis l'application qui a x un vecteur colonne dans Rm, vers un vecteur vers Rn sera envoyé par AX. Cette application, elle aura comme définition le vecteur suivant. Vous faites le produit par la matrice A qui a n lignes, voilà, de A1 jusqu'à AN, et M colonne, voilà, de A11, A12 jusqu'à AM. Et je multiplie par le vecteur colonne. Alors, les vecteurs de Rm, je les vois sous forme colonne. X1, Xm, ça, c'est ça le résultat du produit. On connaît le produit de matrice. Donc, c'est ça le résultat. Et vous voyez bien, toutes les lignes, toutes les composantes de vecteurs images sont de la forme alpha 1 x1 plus bêta 1 plus alpha 2 x2 plus jusqu'à alpha m xm. Et les alpha i font partie des lignes de la matrice A. Alors, si je fais la première ligne de la matrice A fois le colonne X, la colonne X, le vecteur X, alors j'obtiens la première composante du vecteur image. Et elle s'écrit bien sous la forme alpha 1 x1, alpha 2 x2 jusqu'à alpha m xm. Ce sont là les applications linéaires de Rm dans Rn. Bon, on s'est donné une matrice dans ce cas et on a défini l'application comme ça. Regardez bien, c'est une généralisation de ce que vous voyez ici, là, de R dans R. On multiplie par un scalaire A, X. De Rm dans Rm, on multiplie par une matrice A, X. C'est de la même façon. C'est une généralisation. Il faut comprendre ce qu'on a entre les mains. On a des vecteurs, x1 jusqu'à xm. Je multiplie à gauche, je mets ma matrice à gauche de ce vecteur, j'obtiens l'image. Et cet élément est bien, il a bien n lignes, donc c'est un vecteur qui appartient à Rn. D'accord? Cette application est linéaire car, alors qu'est-ce qu'on dit ici? Elle est linéaire car la multiplication des matrices l'est. Car la multiplication des matrices est linéaire. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que cette propriété, on peut dire qu'elle est linéaire? Non, la multiplication est une opération. Ici, c'est un abus de langage. Quand on dit ici
Elle est linéaire car la multiplication des matrices l'est. Ça ne veut pas dire que la multiplication des matrices est linéaire. On ne dit pas linéaire, on dit qu'elle a des propriétés. Mais comment on voit ça? Alors, la multiplication est une opération interne entre matrices. Elle est interne dans tout l'ensemble des matrices. Elle n'est pas interne dans MNM. Alors, si je multiplie une matrice par une matrice, j'obtiens une autre matrice qui a une taille définie par les tailles de A et de B. Donc, alors si je multiplie le vecteur X plus Y qui forme lui, si je fais l'addition de deux vecteurs, j'obtiens un vecteur colonne aussi. Donc, c'est une matrice colonne qui contient une seule colonne et n lignes. Alors, si je multiplie par une matrice, j'obtiens AX plus AY. C'est quoi cette propriété dans l'ensemble des matrices? C'est la distribution de la loi multiplication par rapport à l'addition. Il faut donc distinguer entre les propriétés d'une application et les propriétés d'une loi de composition. Donc ça, c'est la distribution de la multiplication par rapport à l'addition. Et là, c'est l'associativité mixte. Quand vous faites A fois lambda X égale lambda fois AX, lambda c'est un scalaire, A et X sont des matrices. Et ça, c'est l'associativité. Donc, plutôt l'associativité et la commutativité. Quand vous multipliez comme ça, on fait sortir le lambda du produit. Parce qu'on a une commutativité, lambda commute avec la matrice A en quelque sorte. D'accord? On dit pas, c'est pas vraiment une commutativité parce que lambda est un scalaire, il sort de la matrice. On dit commutativité quand on a une loi interne. Mais là, c'est une commutativité mixte, c'est-à-dire lambda est un scalaire, il sort de toutes les matrices avec lesquelles on le multiplie. D'accord? Donc, on peut le faire sortir. Donc, A de lambda X, c'est lambda A de X. Et c'est ça ce qu'on veut pour une application linéaire. D'accord? Toute application linéaire de Rm, et ce qu'on fait dans Rm, on peut le faire dans n'importe quel corps K. C'est donc pour nous, c'est de Km dans Kn. Alors, toutes les applications linéaires sont de cette forme. Alors, qu'est-ce qui caractérise les applications linéaires de Km dans Kn? Elles sont de la forme produit par une matrice fois le vecteur colonne. D'accord? En se mettant dans la tête que les vecteurs de K à la puissance M ou la K à la puissance N sont écrits sous forme vecteur colonne. D'accord? Des questions? Si vous avez des questions? Des questions? Non. Je continue. Alors, nous avions déjà vu une application linéaire au chapitre précédent. Bon, ça c'est... Alors, l'application coordonnée. C'est quoi l'application coordonnée? Ce que j'ai fait la dernière fois en cours, c'était l'application de K à la puissance N dans un espace d'un espace vectoriel E de dimension N dans un espace K à la puissance N et qui a un vecteur U ou la V qui s'écrit dans la base B1, B2, Bn de V, dans la de E, dans la base de K à la puissance N, qui s'écrit, alors, lambda 1, B1, plus lambda 2, B2, plus lambda N, Bn. Et on prend les vecteurs qui sont composés par ces
ce qu'on appelle les composants de la combinaison linéaire. Donc, on forme un vecteur. Et je préfère prendre le vecteur en colonne. Donc, vous ajoutez ici un T là, pour dire que je prends la transposée de ce vecteur et non pas le vecteur comme ça, ligne. On peut le faire comme vecteur ligne. L'application est définie quand même, mais je préfère le travailler en vecteur colonne parce que c'est comme ça qu'on travaille avec les applications linéaires. Donc, ce qu'on appelle application coordonnée, c'est ce qu'on a défini la dernière fois en cours avec un crochet. À un vecteur U, j'associe le vecteur de K à la puissance N, qui est le vecteur U entre crochets, et qui est défini dans la base canonique de Kn. Et donc, c'est lambda 1 E1, lambda 2, bon, c'est-à-dire que l'image s'écrit lambda 1 E1, lambda 2 E2 plus lambda 2 N, En dans la base canonique de K à la puissance N. Alors, cette application coordonnée, elle dépend de la base B de V. Et on l'a définie, on montre qu'elle est linéaire. Je vous laisse ça en exercice. On définit l'application réciproque, l'application qui va être qui associe le vecteur lambda 1, lambda n, ou la lambda 1, lambda n transposé, de Kn dans V, dans l'espace vectoriel où on travaille, et qui a un vecteur lambda 1 associe la combinaison linéaire définie par ce vecteur. Alors, ils l'ont appelé ici combinaison linéaire. Combinaison linéaire. CL, combinaison linéaire dans la base B. D'accord? Parce que c'est lambda 1 B1, lambda 2 B2, lambda n Bn dans la base B qu'on choisit dans le vecteur, dans l'espace vectoriel V. Ces deux applications sont inverses l'une de l'autre, montrent que c'est une bijection et elles sont inverses l'une de l'autre. C'est-à-dire, si vous passez de E vers Kn, vous prenez l'application coordonnée. Si vous passez de Kn dans V, vous prenez l'application combinaison linéaire. C'est tout. D'accord? Alors, elles sont bijectives, elles inversent l'une de l'autre. Et on montre aussi qu'elles sont linéaires. Ça, c'est ce que nous intéresse le plus. C'est important de dire qu'elles sont bijectives. Ça veut dire que tout espace vectoriel de dimension finie a une copie dans Kn. N, c'est sa dimension. D'accord? Et donc, tout ce qu'on connaît sur Kn peut se transcrire d'une façon unique dans un espace de dimension finie de n égale à n. Donc, ce sont deux applications qu'il faut connaître et qui sont intéressantes dans notre travail. Il y a encore une autre application, c'est la projection. Quand est-ce qu'on fait une projection? Quand notre espace vectoriel s'écrit comme somme directe. Par exemple, R au carré, on peut l'écrire comme R fois le 0 et plus le 0 fois R, c'est-à-dire une copie de R plus une copie de R, plus somme directe. Alors, R au carré, c'est R plus 0, c'est un sous-espace de R au carré,
Et le deuxième V, le V, c'est 0 plus R, et c'est un sous-espace de R au carré. Leur somme est directe parce que l'intersection est réduite à 0, 0, le 0 de R2. Et quand on fait la projection de R au carré vers le premier R plus 0, ça veut dire que n'oublie la composante, si on prend un vecteur XY, on fait la projection sur X, l'axe des X, on oublie la composante en Y, les deux Y, la deuxième composante, on l'a mis égale à 0. Si on fait la projection sur l'axe des Y, on rend la composante X égale à 0. C'est-à-dire qu'on ne considère que la composante Y. C'est ça l'application projection et elle est définie dans le cadre général. Si vous avez un espace vectoriel W écrit comme somme directe de U plus V, alors la projection de U vers... alors comment on dit ça? On dit la projection, alors sur, voilà, celle-là. Alors je vais la mettre en... Alors la projection, on dit sur U parallèlement à V. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est la projection sur V parallèlement à U. Quand on dit parallèlement à V, projection de U on dit sur U, ça veut dire qu'on considère notre composante de U et on rend l'autre égale à 0. C'est comme dans R au carré, on projette sur l'axe des X, on oublie le Y, ça veut dire qu'on rend Y égale à 0. D'accord? Et on oublie, on écrit comme ça, si vous avez, W, l'élément petit W dans W qui s'écrit petit U plus V, alors l'application à W associé U, c'est la projection sur U parallèlement à V. D'accord? Alors, je vous laisse montrer que ce sont deux applications linéaires si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour tout espace vectoriel, l'application identité de V est aussi linéaire. On l'a déjà, vous l'avez déjà fait et on peut la faire facilement. Voici donc des applications, vous allez recevoir ce cours de moi. Voici donc des exemples d'applications qui ne soient pas linéaires et on a fait des exercices en T. Maintenant, je prends la proposition B. Alors, la proposition 4.2. Alors, si on se donne une base dans un espace vectoriel U, et si F est une base est une famille de V, de l'ensemble, alors, si on se donne, bon, il y a des choses qui manquent là. Alors, U et V sont supposés. Alors, U et V sont supposés des espaces vectoriels. Et le U est de dimension M parce qu'il a une base B égale à U1, UM. Donc, si vous définissez F de U dans V, vous avez une base, alors vous pouvez définir une application linéaire. Vous pouvez définir une application linéaire d'une seule façon qui associe à F de U les VI qui sont dans une famille déjà donnée. C'est-à-dire, on se donne un espace vectoriel de dimension finie U, de dimension M, et une base de U, et on se donne une famille de vecteurs de même nombre de vecteurs M dans un autre espace vectoriel V. Alors, je peux associer à UI, respectivement VI, d'une seule façon, et cette association définit une application linéaire. Pourquoi elle est linéaire? Parce que, bon, elle est bien définie sur U, et puisque les éléments de U s'écrivent d'une seule façon dans la base B,
on dit une base si tout élément U est engendré et il est écrit d'une façon unique dans cette base comme combinaison linéaire. Donc, si vous avez un vecteur de U, vous avez son écriture dans la base B. Alors, F de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire lambda 1 F de U1 plus lambda 2 F de U2 jusqu'à lambda N F de UN. Et comme les F de UI, on a supposé que c'est VI, donc c'est lambda 1 V1 plus lambda N VN plus lambda 2 V2 jusqu'à lambda M VM. D'accord? Cette application est unique à cause de l'unicité de la combinaison linéaire dans une base. D'accord? Et les VI sont fixés. On peut les fixer une fois pour toutes. On définit, c'est-à-dire, on a la famille U1, U2, UM. On a la famille V1, V2, VM. On associe une flèche entre U1 vers V1, entre U2 vers V2, ainsi de suite. On fait de l'association. Ça y est, l'application est définie pour tous les éléments de U. Donc, parce qu'on a un espace de dimension fini, M. Il suffit de connaître les images des éléments de la base. C'est ça la différence entre une application autre que dans les applications dans les espaces vectoriels. Un espace vectoriel de dimension finie M, si on se donne une base, alors toute application sur U, elle est entièrement définie par les images des éléments de la base, une fois décidé quelles sont ces images dans V. D'accord? C'est pour cela que c'est important de connaître, quand on a un espace vectoriel, c'est important de connaître comment sont les images ou quelles sont les images des éléments de la base. Maintenant, un autre théorème entre les mains, toute application linéaire de Rm dans Rn est de la forme A fois X. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a défini une application A fois X. Et voici l'écriture du vecteur image. Maintenant, on dit, bon, toute application linéaire, comme théorème, de Rm dans Rn est de la forme A fois X en prenant dans la base en prenant comme base de Rm la base canonique. Il suffit de prendre la base canonique et définir la matrice par les F de E1, F de E2, F de EM. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on a dit en haut, ce qu'on a dit en bas? Voici la différence. C'est-à-dire, ici, on a défini le vecteur X et on a défini l'application par la donnée de la matrice A. Maintenant, on définit cette matrice. C'est quoi cette matrice? C'est la matrice qui contient les vecteurs F de E1, F de E2, F de EM. Et c'est ça l'application. Et l'application linéaire, elle est entièrement définie par application de la proposition 4.2. L'application linéaire est entièrement connue quand on connaît les éléments F de E1 ici, de Rm dans Rn, F de E1, F de ce vecteur, F de E2, F de E3, jusqu'à F de EM. D'accord? Donc maintenant, notre matrice est connue. Il suffit de connaître les images de F des éléments de la base canonique de Rm. C'est ça ce qu'on dit. En plus de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est clair? Donc, si vous vous donnez une application, si vous voulez connaître une application F de Rm dans Rn, ou là de Km, n'importe quel corps, Km dans Kn,
il suffit de connaître f de E1, f de E2, f de EM, la base canonique de R à la puissance M ou K à la puissance M. C'est clair? Des questions? Non? Ok, Abed, c'est clair. Ok, les autres, j'espère que c'est clair. J'espère que ça soit clair. Bon, donc je reviens. Donc vous voyez l'importance des matrices par rapport aux applications linéaires. Alors, si on travaille dans des espaces de dimension, je reviens un peu au haut. Si on travaille dans un espace V de dimension M, ou la N, il y a cette bijection entre V et Rm, ou la R, c'est les V de dimension N, et on a cette bijection. Avec cette bijection, si vous savez quelles sont les applications linéaires de Rm dans Rn, alors vous pouvez aussi connaître les applications d'un espace vectoriel V vers Rn. D'accord? On va voir donc comment. Alors, on note par homme de UV, on note aussi L de UV, l'ensemble des applications linéaires de U dans V. Donc, c'est homme, cette notation. Mais on a vu déjà cette notation, je la mets en surprise. Je la mets en jaune pour que vous reteniez les deux notations. On utilise l'application L de UV, qui est l'ensemble des applications linéaires de U dans V, ou la homme de UV, qui est l'ensemble des homomorphismes, ou la homomorphisme, c'est une application linéaire. Donc, j'accepte ceux qui sont venus en retard. Je reviens donc. Alors, une fois défini, l'ensemble, alors la proposition 4,4 qui est très importante parce qu'elle nous donne la structure de cet ensemble. Alors, cet ensemble muni de l'addition et du produit par un scalaire et l'ensemble des applications entre deux espaces vectoriels fixés munis de la somme et de la multiplication par les scalaires des fonctions est un espace vectoriel. Est un espace vectoriel. D'accord? Est un espace vectoriel. Bon, ça résume beaucoup de propriétés. Comme vous connaissez que c'est un espace vectoriel, vous savez que la somme de deux applications est une application de deux applications linéaires et linéaires. Vous savez que lambda, si vous multipliez une application linéaire par lambda, ça reste linéaire. D'accord? En plus de ça, nous allons aussi définir la composée de deux applications, la composition de deux applications linéaires. Et on a la proposition 4,5 qui dit la composée de deux applications linéaires est linéaire. Donc, la composée G rond F, quand G et F sont linéaires, elle est aussi linéaire. D'accord? Vous pouvez montrer ça, vous pouvez, entre-temps, bon, comme exercice, si vous ne l'avez pas encore vu, vous n'êtes pas convaincu. Un exemple, je reviens au cas de Rm et de Rn, Rp. Donc, si je prends X, alors si je prends une application linéaire de Rm dans Rn, on les connaît maintenant, elles sont de la forme A fois X. Si je prends une application linéaire de Rn vers Mp, elles sont maintenant connues aussi, puisque c'est des espaces de dimension, des copies de Rn de dimension finie. Alors, c'est de la forme B fois quelque chose. Alors, le produit, je fais AX, ou ben, je fais B, alors, attendez, AX, j'associe AX, en bed, j'applique l'application B
ce n'est pas ABX, c'est BAX. Attention, là, il faut faire attention. Là, il y a un problème de notation. Si je fais FB rond FA, FB c'est l'application qui a un vecteur de Rn Y associe le B fois Y, je dois avoir ici B fois A fois X. Attention. D'accord? Faites attention. Hadi. Alors, là, je vais écrire. C'est B fois A fois X. D'accord? Corrigé. Corrigé par B fois A fois X. D'accord? Là, vous lisez là, B fois A fois X. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'application, on applique d'abord A, FA, et donc AX, j'associe Y qui est égal à AX. En B, j'applique FB, qui est Y associé B fois Y, mais Y c'est AX, donc c'est B fois A fois X. D'accord? Vous avez cette note ici que vous devez lire. La composée de, mais le plus important, c'est que c'est aussi une application linéaire et elle est définie de Rm dans Rp. On peut la définir comme l'application FBA de X. F de B rond FA, c'est FBA de X. Alors, nous venons de considérer trois opérations qui préservent les applications linéaires, la somme, la multiplication par un scalaire et aussi la composition. Pourquoi on dit qu'elle préserve les applications linéaires? Parce que la multiplication, la composition d'applications linéaires est linéaire. La somme d'applications linéaires est linéaire. Le produit par un scalaire d'applications linéaires est linéaire. La conclusion, c'est que la composition, c'est un théorème. Mais qu'est-ce qu'on a en plus là? La composition des applications linéaires définie comme ça, qui a F, G associé G rond F. Il faut écrire les applications avec leurs flèches pour savoir si c'est G rond F qu'on définit ou là c'est F rond G qu'on définit. D'accord? Quand on a des applications, quand on veut composer deux applications, je prends une application de U dans V et une autre application de V dans U. Alors, c'est le G rond F que j'ai défini parce que le V va disparaître et je vais obtenir une application de U dans V, W. On dit qu'elle est bilinéaire. C'est un mot nouveau pour nous. Bilinéarité, ça veut dire linéarité par rapport à deux variables. Mais on a déjà vu ce mot quand on a fait les matrices. Alors, le déterminant d'une matrice, on a dit multilinéaire, multilinéarité. Oui, à bête, on a dit multilinéaire. Et multilinéarité, c'est la linéarité par rapport à chacune des variables quand on fixe les autres variables. D'accord? Donc, là, c'est un exemple d'application bilinéaire. Elle est linéaire si on fixe le J, on a linéarité par rapport à F. Et si on fixe le F, on a linéarité par rapport à J. Bien. Le noyau d'une application, voici la définition, voici la définition de l'ensemble image, la définition du noyau. Bon, on l'a déjà fait dans d'autres cours, je passe rapidement. Et je rappelle que puisqu'on a, donc si je veux en parler maintenant parce que je veux voir l'effet quand on connaît les applications avec les matrices. Si vous avez une application de Rm vers Rn, alors elle est définie par la matrice AX. L'image directe IMFA,
C'est donc l'espace vectoriel, on a déjà vu en général, c'est l'espace vectoriel engendré par les familles f de U1, f de U2, f de U, f de U, E1, f de E2, f de EM, qui est la base de, une base de Rm. On peut prendre la base canonique. Mais quand on connaît la matrice, on a déjà le f de E1, c'est la première colonne de c'est le voilà, c'est la première colonne, c'est C1 pour dire les colonnes C1, C2, Cm, c'est les colonnes, les M vecteurs de formant les colonnes de la matrice A. C'est la matrice qui définit l'application linéaire. C'est f de E1, f de E2, f de jusqu'à f de M. Donc, les éléments, et on les connaît déjà, ils sont C1, C2, Cm, ils sont les vecteurs qui engendrent l'ensemble IMFA. Donc, si vous avez une application linéaire définie par une matrice A, les colonnes sont forment une famille génératrice de l'ensemble IMFA. Une famille génératrice. Vect, c'est l'ensemble, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs C1, C2, Cm. C'est clair? Donc, quand vous connaissez la matrice, vous prenez les vecteurs colonnes, ce sont la famille génératrice de l'espace IMFA. C'est clair? Voici une démonstration, on n'en a pas besoin. Si vous comprenez le principe, ça y est, on n'en a pas besoin. La démonstration. Maintenant, est-ce une base ou non? Ça reste à étudier. Ça dépend. Est-ce une base ou non? Ça reste à étudier. Le noyau de l'application FA est le sous-espace vectoriel formé des vecteurs de Rm qui annulent l'application dont l'image est 0. Ça veut dire que AX est égal le 0 de Rn. Cela veut dire que le AX, on connaît les vecteurs de AX, elles sont toutes de la forme alpha 1, x1, alpha 2, xn jusqu'à alpha m, xm, où les alpha i forment une colonne de la matrice A. Donc, alors on obtient un système ainsi, on obtient un système à combien de lignes? On a exactement n lignes parce que c'est la taille du vecteur, les nombres de lignes dans le vecteur AX image. Donc, le noyau, cela revient à résoudre le système AX égale à 0. D'accord? Le noyau, c'est d'une application linéaire de Rm dans Rn. C'est les solutions du système AX égale à 0. Et AX égale à 0 est un système homogène. Il faut le résoudre pour trouver le noyau de l'application linéaire. Vous voyez donc le langage d'application linéaire se modifie en utilisant les matrices et il y a beaucoup de facilité. Donc, vous voyez, on étudie les systèmes linéaires, entre autres, parmi les raisons d'utiliser un système linéaire, c'est de trouver le noyau d'une application et ainsi de suite. Des questions? C'est clair. Merci, Amalie. Alors, le théorème suivant, si f est une application linéaire d'un espace vectoriel U vers un espace vectoriel V, l'application f est surjective si seulement si IMF est égal à V. Ça, vous l'avez vu l'année passée. L'application f est injective si seulement si le noyau est réduit à 0. L'application f est surjective si seulement si l'image est égale à V et le noyau est réduit à 0. Ça, vous l'avez vu. Mais ce qui est nouveau ici, je vais vous donner la définition
donc d'isomorphisme, la définition de monomorphisme et la définition d'un épimorphisme. C'est quoi un épimorphisme? C'est une application linéaire surjective. Et c'est quoi un monomorphisme? C'est une application linéaire injective. D'accord? Donc, je passe. Les homorphismes, on connaît déjà. Exemple, dans tout sous-espace vectoriel décomposé sous forme de somme directe, la projection est un épimorphisme. D'accord? La projection est un épimorphisme. Pourquoi? Bon, parce que tout élément, tout vecteur W de W, il s'écrit de manière unique U plus V, où U est un élément de V. Donc, tous les éléments de U ont des images, des antécédents par cette projection, au moins le U, le I lui-même, puisque U s'écrit U plus 0. D'accord? Donc, c'est surjectif. Il ne peut pas être un monomorphisme parce que U plus 0 était dès que V contient d'autres vecteurs autres que 0. Parce que je peux faire U plus 0, U plus un autre vecteur. Alors ils vont se projeter vers tous les deux vers U. Parce que j'ai dit, j'oublie la deuxième composante. C'est ça. C'est clair? Maintenant, l'application réciproque, la combinaison linéaire. Alors, on définit deux applications réciproques, qui est la combinaison linéaire dans la base, dans la base de V, U ou la de V. Alors, ces deux applications, on a que bon, c'était inverse l'une de l'autre, oui. Alors, qu'est-ce sont objectifs, donc elles sont des isomorphismes parce qu'elles sont linéaires et bijectives. Cette remarque, alors vous pouvez la lire vous-même. Alors, la proposition 4.9, donc la remarque, je vais la lire. Lorsqu'on veut montrer l'application intelligente, G, je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous assemblez A vers un ensemble, vous dites que l'application est linéaire, est plutôt injective, si seulement si, chaque fois que deux antécédents, deux images sont égales, f de x égale f de x', alors x égale à x'. Cela revient à montrer que si vous prenez un élément y égale à f de x, alors le f-1 de y, l'ensemble des antécédents de y, contient un seul élément qui est le x. On ne peut pas trouver x et x' qui se projettent par l'application f, qui vont s'envoyer par l'application f vers le même vecteur, le même élément y. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire compter le nombre d'antécédents? Alors, si vous avez un y dans l'ensemble d'arrivées de l'application f, combien d'antécédents il a? Il a un seul, le x tel que y égale à f de x. Si vous trouvez un autre x
tel que f de x', un autre x', tel que f de x' égale à y, le même f de x, et qui soit différent de x', alors l'application n'est pas injective. Pour une application linéaire, on ne le fait pas pour n'importe quel y. Le f-1 de y, je ne le calcule pas pour n'importe quel y. Je le calcule pour le 0. Donc, je prends le vecteur nul dans l'ensemble d'arrivée et je vérifie que le f-1 du vecteur nul est réduit à 0. C'est ça une application linéaire injective. Si je sais déjà qu'elle est linéaire, voilà. Je prends le vecteur nul pour montrer qu'elle est injective. Il faut calculer le f-1 de l'ensemble des antécédents de ce vecteur. Alors, l'ensemble des antécédents de ce vecteur est réduit à 0. Si c'est réduit à 0, l'application est injective. Donc, elle est injective si seulement si f-1 de 0 dans l'ensemble d'arrivée est égal à 0 de l'ensemble de départ. Si le f-1, c'est le quart de cet angle. C'est-à-dire, elle est injective si seulement si le noyau est réduit à 0. C'est clair? Donc, le langage d'application, en général, pour une application linéaire, il est tout simple. Tout simple. Il y a des simplicités encore. Je ne sais pas si c'est tout simple parce qu'on va résoudre le système AX égale à 0 quand on a quand l'application est de Rm dans Rn, et ça demande du travail, mais quand même, bon, il y a un problème de connexion. Je vais revenir donc au partage. Très bien, merci. Je reviens au partage. Merci Dahmani. Merci à tous ceux qui ont répondu. Je reviens au partage et continue. Donc, il y a eu cette coupure. Bon, la proposition n'est pas démontrée parce qu'elle fait l'objet de première année. Bon, vous pouvez chercher à la démontrer. Ici, je n'ai pas besoin, mais je veux que vous reteniez ces résultats. L'image l'image réciproque d'une application linéaire, quand elle existe, elle est linéaire. J'ai pas besoin de le démontrer. Bon, c'est une proposition, vous pouvez l'utiliser. La dérivation. Alors, dans l'espace vectoriel R de X, on définit l'application P, l'application qui a P, un polynôme, associe la dérivée de ce polynôme. Voici comment on définit la dérivée, vous savez. L'application est-elle linéaire? Décrire son image, l'application, cette application est-elle un épimorphisme? Décrire son noyau. Cette application est-elle un monomorphisme? Décrire, si oui, est-elle un isomorphisme? C'est un exercice, je vous demande de le faire pour cet après-midi. D'accord? L'application Shift, j'appelle ici, bon, ils appellent ça décalage, ou on appelle aussi Shift, le mot anglais Shift, qu'on utilise souvent en mathématiques et en informatique, donc on l'utilise aussi en français. Donc, l'application Shift de l'espace vectoriel R de X vers
l'espace vectoriel R de X est-elle linéaire? Définir son image. Est-ce un épimorphisme? C'est une même question. Décrire son noyau. Est-ce un monomorphisme? Décrire si c'est une application est-elle un isomorphisme? Si oui, donner sa réciproque. Alors, les applications, vous les avez vues une fois au moins. Et peut-être c'est pas de R de X tout entier, mais c'est de l'ensemble R N de X, qui est l'ensemble des applications de plutôt les polynômes de degré inférieur ou égal à N fixé. D'accord? Vous les avez déjà. Par exemple, R3 de X, c'est les polynômes, ils s'écrivent de degré inférieur ou égal à 3, ils s'écrivent A0 plus A1X plus A2X2 plus A3 X3. Si vous ne voyez pas comment faire ça dans le cas général, essayez de voir l'application de R3 de X dans R3 de X, bon, dans lui-même. Dans lui-même, vous voyez, si je dérive, donc je diminue le degré de 1, donc on peut la considérer de R3 de X dans R3 de X ou là dans R2 de X, qui m'aide. On met dans quel cas elle sera, on définit l'application, l'image de cette application, on définit le noyau, dans quel cas elle est, on essaye de voir si elle est monomorphisme ou épimorphisme, et c'est dans quel cas elle est, si elle est isomorphisme. On fait la même chose pour l'application Shift. L'application Shift est plus facile, j'imagine. Vous pouvez la faire. Application, donc un autre exercice, application linéaire matricielle, ce qu'ils ont appelé application linéaire matricielle. J, E1, E2, E3, la base canonique de R3. Je dis bien la base canonique. Quand je parle de la base canonique, il y en a une seule. Quand je parle d'une base de R3, il y en a une infinité. Si je ne précise pas mot canonique, je dois dire une base. Si je dis une base B1, B2, B3 dans R3, c'est une base. Et si je dis la base canonique, c'est une seule base dans R3. D'accord? Donc, je peux dire la base canonique. Si je considère F1, F2, F3 définis par cette application, ces vecteurs, alors l'application, si je mets ça dans une matrice, alors je définis l'application de R3 dans R3 par AX, et cette application, je vous demande de décrire son image, de dire si c'est un épimorphisme, d'écrire son noyau, dire si c'est un monomorphisme, dire si c'est un isomorphisme, si oui, d'écrire l'application réciproque. Faites ces trois exercices comme application directe de la partie du cours qu'on vient de faire. D'accord? Je reprends donc l'enregistrement. Ça, je ne l'ai pas enregistré. Je reprends l'enregistrement. À partager l'écran, le même cours, et aller voir la proposition suivante. Alors, la proposition suivante, si vous avez une application linéaire, alors, elle est un épimorphisme si, seulement si, pour toute famille génératrice de A, la famille génératrice F de A, F de B, F de A1, F de A2, F de AN, l'image de la famille A, elle est aussi, alors, c'est un épimorphisme si c'est une famille génératrice de V tout entier. Ça veut dire quoi? On sait que ça, c'est une famille génératrice de IMF. Mais IMF, quand on a un épimorphisme, IMF est égal à l'ensemble d'arrivées.
Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? Au lieu de vérifier que IMF égale l'ensemble d'arrivées, on vérifie que la famille, définie par les images de la famille génératrice de A, est une famille génératrice de V tout entier. C'est-à-dire tout vecteur de l'ensemble d'arrivées s'écrit comme combinaison linéaire de cette famille. L'application est un monomorphisme si seulement si pour toute famille libre A1, A2, AN dans U, l'image F de A est une famille libre de V. D'accord? Ça, c'est peut-être plus facile parce que qu'est-ce que ça veut dire que c'est libre? Ça veut dire qu'on n'a pas de combinaison linéaire non triviale qui s'annule. Et donc, il suffit de montrer que si on prend une combinaison linéaire des images, f de A1, A2, f de AN, alors, si elle s'annule, alors la combinaison linéaire est triviale. Triviale, ça veut dire que les lambda i qui composent cette combinaison linéaire sont tous nuls. Alors, l'application est un isomorphisme si seulement si l'image de toute base est une base. D'accord? L'image de toute base est une base parce qu'elle est génératrice et elle est libre, donc elle est une base. De V et non pas de F de IMF. C'est de V tout entier. Donc elle engendre V tout entier et elle est donc elle forme une base de elle est libre et engendre V tout entier. Je passe donc un corollaire que vous connaissez déjà. Si deux espaces vectoriels sont isomorphes, alors ils ont la même dimension. Le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de IMF. Vous l'avez vu l'année passée. Vous avez le théorème qu'on appelle théorème Durand. On l'a vu, vous l'avez vu l'année passée, on l'a vu en cours aussi, on l'a utilisé. Donc, dans le cas des applications linéaires d'espace vectoriel de dimension finie, on a pour déterminer si l'application est un monomorphisme, est un isomorphisme, dès qu'on détermine l'une des deux propriétés, si c'est un monomorphisme, le noyau sera réduit à 0 et donc cette dimension s'annule. Du coup, la dimension de l'ensemble de départ est égale au rang et donc est égal au rang. Donc l'ensemble de départ est isomorphe à IMF. Maintenant, pour qu'il soit isomorphe à V, il faut que IMF soit égal à V. Ça veut dire que sa dimension, qui est le rang de F, est égale à la dimension de V. Si vous connaissez la dimension de V, bien sûr. Et je vais vous envoyer 45. Je vais vous dire d'autres exercices. Bon, on a déjà vu des exercices comme ça. Maintenant, cette proposition que vous connaissez peut-être, mais je rappelle parce que c'est tellement important. Si vous avez l'application linéaire F d'un espace U vers un espace vectoriel V, alors si F est un hypomorphisme, ça veut dire que IMF est égal à V tout entier, alors la dimension de U, elle est supérieure ou égale à la dimension de V. On n'a pas dit que, bon, on ne connaît pas la dimension de U et V, mais on a dit que les deux espaces sont de dimension finie. Je mets ça en il a plus.
Application linéaire, elle va d'un espace U de dimension et un espace vers un espace V de dimension M ou l'inverse. Alors, la dimension U, l'ensemble de départ, excède celle de V dès que l'espace et l'application donc c'est supérieur. Et le rang, c'est un morphisme maintenant. C'est un monomorphisme est inférieur ou égal à la dimension nulle. Si l'application est morphisme, cette dimension est nulle, donc la dimension de U est égale au rang, mais sous-espace V. Et la dimension sous-espace, elle est inférieure ou égale à la dimension. Donc, du coup, on obtient une sur un compte de U et la dimension de V. Si vous avez une surjective espace U vers un espace V de dimension finie tous les deux, alors si elle est surjective, on sera plus grande que celle de l'ensemble d'arrivée. Si d'arrivée qui est plus grande que la dimension de l'ensemble des parts. Maintenant, pour que ça soit, il suffit que la dimension de U est égale à la dimension de V. On s'est donné F, d'accord. S'ils ont les applications sont de même, si les espaces sont de même dimension, ça ne veut pas dire que l'application est un isomorphisme. Mais on peut toujours, s'ils ont la même dimension, on peut toujours construire un isomorphisme entre les deux. C'est ça. Mais quand on a un isomorphisme entre U et V, alors impérativement, la dimension de U est égale à la dimension de V. D'accord. Ces résultats sont importants, c'est ça l'algèbre linéaire, il faut les connaître tous, il faut les avoir en tête. Maintenant, montrer qu'une application est un épimorphisme ou un monomorphisme en utilisant les matrices sont encore des facilités. Vous avez ce corollaire, ces U et V sont des espaces de dimension finie. Si la dimension de U est la plus petite, qu'est-ce qu'on a dit, Naya? Elle est petite dans le cas d'un monomorphisme. Si la dimension de U est plus petite strictement à la dimension de V, il n'existe aucun épimorphisme de V sur U. Pourquoi? Parce que باش تكون un épimorphisme on trouve supérieur ou égal. Mais elle est inférieure strictement. Elle peut même pas être égale. D'accord? Donc, il n'existe aucun épimorphisme, par exemple, de R2 dans R3. Impossible. Vous ne pouvez pas construire d'épimorphisme de R, de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 vers R5. R à la puissance 5. Impossible. Alors, si la dimension de U est supérieure à la dimension de V, on ne peut pas trouver un monomorphisme de U dans V. Pour la même raison, on utilise le théorème ci-dessus, la proposition. D'accord? Si maintenant les dimensions de U est différente de la dimension de V, on ne peut pas trouver des isomorphismes entre les deux. D'accord?
théorème, si maintenant les deux espaces sont de même dimension, alors isomorphisme, monomorphisme et épimorphisme veut dire la même chose. Bon, c'est pas la même chose, mais il y a équivalence. Dire que c'est un épimorphisme, c'est équivalent à dire que c'est un monomorphisme, c'est équivalent à dire que c'est un isomorphisme. L'équivalence vient d'où? Vient du théorème de Rond. On montre que si c'est un épimorphisme, il suffit de montrer que c'est un épimorphisme pour dire que c'est un isomorphisme. D'accord? C'est ça les facilités qu'on a quand on a une application linéaire d'un espace de dimension finie vers un espace de même dimension finie. D'accord? C'est un espace, mais de même dimension. Les deux espaces sont de même dimension finie. D'accord? Des questions? Des questions? Non, madame, c'est clair. Ok, ok. Vous pouvez lire le texte que vous voyez entre-temps comme remarque et je passe à la... Je vous laisse 2 minutes pour lire ce qu'il y a. Je passe à autre chose juste.